Il reste seulement 2 soirées de match WNBA pour cette saison régulière, mais on connaît déjà la liste des équipes qualifiées pour les playoffs et la post-season, et surtout on connaît déjà les équipes qui ne seront pas en post-season. C'est celles-ci qui vont nous intéresser dans cet épisode numéro 19 de votre podcast W. On va parler des équipes qui, du coup, n'ont pas validé leur ticket pour la post-season, des équipes dont les projets sont différents et dont l'acceptation de cette non-qualification doit aussi être différente. On fait le point. Nouvel épisode de W. Let's go. Épisode numéro 19 de votre podcast curieux sur la WNBA, c'est W. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez vraiment bien. C'est mon cas, dès qu'il faut parler de WNBA, franchement, sur ces bientôt 20 épisodes, je me suis régalé toute la saison qu'on a suivie et on est bientôt à la fin de cette saison régulière. Il reste, comme je l'ai dit en intro, 2 matchs à jouer, en tout cas 2 soirées de matchs en WNBA, mais on a les classements, on sait déjà quelles équipes iront en playoff et quelles équipes n'iront pas. Et aujourd'hui, on va parler de celles qui n'iront pas. On va parler donc de 5 équipes au total qui n'ont pas été qualifiées pour les playoffs. Par ordre du coup de classement, on a les Los Angeles Sparks, les Washington Mystics, le Connecticut Sun, les Chicago Sky et les Wings de Dallas et de Paige Bakers. On va revenir sur ce que ça représente pour chacune de ces équipes de ne pas aller en playoff. Il y a évidemment des équipes qui peuvent être déçues et qui doivent l'être. Des équipes aussi qui peut-être auraient pu mieux manager leur saison de manière générale, même sans avoir l'ambition des playoffs. Et puis des équipes qui ont fait des masterclass de tanking ou en tout cas de gestion de leur projet, qui est plutôt un projet moyen terme, long terme qu'un projet à court terme avec la visée des playoffs cette saison-là. On a aussi, et on le dira peut-être juste avant la conclusion de ce podcast, quelques équipes qui se sont qualifiés in extremis pour ces playoffs et qui méritaient ou ne méritaient pas d'y être. On pourra poser cette question-là. On pense évidemment au Fever et au Storm, notamment aux places 6 et 8 de ce classement général en fin de saison. On attaque tout de suite, on attaque évidemment le début de ce débrief par une équipe qui est au milieu de cette fin de classement, le Connecticut Sun de Rachid Mézian. Le Sun a vécu une saison intense. Franchement, si vous étiez dans la fanbase, bravo à vous, vous avez vécu une saison qui vous a sans doute demandé beaucoup de courage. Et je pense notamment au fait que cette saison a évolué en 3 tiers différents. Le premier tiers était vraiment sportivement très difficile à suivre, très difficile à regarder. Ensuite, on a un deuxième tiers où on a eu des affaires extrasportives qui sont venues un peu parasiter l'ambiance, et particulièrement cette histoire de déménagement, de rachat par un fonds du côté de Boston, etc., etc. C'est venu un petit peu parasiter la saison sportive du Sun qui commençait, et on l'a vu dans le 3e tiers, à aller un peu mieux. Les tactiques de Rachid Mézian étaient mieux implémentées sur le terrain par les joueuses, et puis on a eu l'ajout notamment de Leila Lacan dans un collectif qui a de mieux en mieux fonctionné, mais qui a su aussi trouver la manière de raviver la flamme chez une fanbase qui vraiment était au plus mal après un début de saison catastrophique sportivement, tout en se garantissant d'avoir un maximum de chances à la loterie en accumulant les défaites. Et ça, c'est un truc qui est pas facile à faire. C'est pas facile à faire, et le Sun, sur la deuxième partie, la troisième partie de saison, y est arrivé. Elles ont su à la fois développer du jeu, montrer, avoir des minutes sur des joueuses intéressantes à regarder pour les fans et pour l'audience sur place et pour nous devant les matchs à observer, mais en même temps perdre des matchs et continuer de garantir qu'elles allaient avoir une place relativement haute à la prochaine draft, qui est une draft évidemment pétrie de talent. On aura l'occasion, je l'espère, d'en reparler sur cette chaîne. Donc le Sun, pour moi, c'est plutôt un bilan positif grâce à cette deuxième moitié de saison qui fait oublier finalement la décrépitude sportive de la première partie. Et je trouve qu'on a su trouver des choses dans cet effectif à développer qui, à mon avis, augure de très bonnes choses à moyen terme et à court terme, même déjà pour la saison prochaine, si on arrive à consolider cet effectif et à garder des pièces avec la free agency qui arrive et potentiellement même un lockout. Et ce que j'ai aimé cette saison, c'est qu'on les a vues, ces joueuses. On les a vues se montrer, on a vu Rachid essayer de leur trouver des minutes et essayer de leur trouver un rendement sur le terrain, de les optimiser. Et je pense que c'est une franchise qui a déjà commencé à se trouver, quoi. Alors peut-être qu'elle s'est un petit peu moins trouvé que par exemple les Valkyries, mais
les Valkyries ont cliqué tout de suite. Ça a été plus long et plus difficile du côté du Connecticut Sun, mais je pense qu'il y a de l'espoir pour la fanbase aujourd'hui du côté du Sun. On va basculer vers une autre équipe de ce bottom 5 de la ligue. On va parler d'un projet un petit peu différent, mais c'est les Mystics de Washington, peut-être l'équipe dont j'ai le moins parlé cette saison. Et pourtant, j'avais vraiment envie d'en parler en début de saison, mais comme je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'épisode précédent, on a une équipe qui, pour moi, a foiré un peu sa saison et a foiré son tanking. On s'est retrouvé avec une équipe qui a accumulé des bons résultats, y compris face à des équipes compétitives, notamment dans le clutch, avec des joueuses complètement débridées, relâchées et performantes dans le clutch et dans les quatrièmes cartons cette saison. Et en fait, tu te retrouves avec une somme de victoires qui ne doit pas être la tienne à la fin de la saison si ton objectif, c'est de trouver vraiment la joueuse de chapeau 1 qui sera l'identité de ta franchise et l'identité de ton jeu sur les années à venir. Parce que j'ai beaucoup de respect pour Sonia Citron, j'ai beaucoup de respect pour, évidemment, Jade Melbourne, mais même ces joueuses-là qui sont super bonnes, et particulièrement Sonia Citron, qui est clairement, et Kiki Riafen avec elle, qui sont vraiment des joueuses de très bonne qualité, je ne vois pas en elles des premières options viables pour une équipe ambitieuse en WNBA à l'instant T. Sonia Citron fait une super, super saison sur ses postes arrière. Je pense que sa participation à la course pour le Rookie of the Year est un peu survendue parce que Paige est largement et nettement au-dessus du lot, comme peut-être on l'a très peu vu dans l'histoire de cette ligue. Mais clairement, bon, elle n'est pas dans la course au Rookie of the Year. Néanmoins, elle fait une saison vraiment de très très bonne facture au scoring, à la création pour elle-même, dans les déplacements en mouvement, dans l'attaque, et puis aussi en défense, les efforts, le fait qu'elle soit finalement pas forcément ultra perméable quand on l'attaque, quand le point d'attaque l'attaque, ça c'est très bien. Kiki Riafen aussi est top. Moi en plus c'est une joueuse que j'adore parce que elle a un peu de bouche, elle parle bien sur le terrain et moi ça me parle toujours les joueuses qui ont un peu de trash talk. Mais par contre, aucune des deux, clairement, n'est l'option numéro un, ou alors ce serait ex nihilo ou presque de les voir se développer comme se sont peut-être développés dans les ligues masculines Devin Booker du côté des Suns. J'en sais quelque chose. C'est peut-être pas sur son année rookie un joueur dont on se disait c'est l'option numéro un d'une équipe et ça s'est développé avec le temps. Si Sonia Citron ou Kiki Riafen ont des destins un petit peu comme ça, franchement, chapeau à elle, mais cette année rookie ne me permet pas personnellement de les voir dans ces responsabilités-là. Donc je pensais en tout cas toute cette saison que les Mystics avaient pour plan de tanker au max pour aller chercher le plus haut choix de draft et donc le potentiel le plus élevé avec le plafond le plus élevé de la prochaine draft. Eh bien malheureusement, elles sont 10e de la WNBA. Il y a 3 équipes qui pour l'instant sont derrière elles au classement. Elles ont 16 victoires et 28 défaites. Juste derrière elles, il y a le Sun à 11 victoires pour 32 défaites. L'écart ne va jamais vraiment se refaire d'ici la fin de saison. Il reste encore une fois que 2 nuits de matchs en WNBA. Donc, je pense que les Mystics sont coincés à cette 10e place et donc ne vont pas avoir un choix optimal à la draft vu l'état de leur projet aujourd'hui. Donc, je suis très frustré pour la fanbase des Mystics. J'en passe une pour Flo, au passage. Vraiment, je me suis pas inquiet parce qu'il reste peut-être une saison de plus à ces Mystics pour vraiment aller chercher beaucoup d'assets de draft. Peut-être qu'il y a des coups à jouer aussi à la free agency, j'en sais rien. Mais je suis pas rassuré, franchement, pour le plan. C'est pas quelque chose qui me parle là tout de suite. Je vois quelque chose de plus flou que ça ne devrait l'être, à mon avis. On va basculer sur une autre franchise qui, elle, pour le coup, a fait une masterclass, et je l'avais évidemment évoqué à la fois sur Twitter et je crois dans la précédente épisode de W, c'est les Wings. Les Wings qui sont dernières au classement, et quelle saison masterclass de la part des Wings. Pourquoi je dis masterclass? Je l'ai dit, je crois, sur Twitter, je ne suis pas certain. Peut-être que c'était dans une discussion privée avec mes camarades Matt et Ghislain. Mais grosso modo, pourquoi c'est une masterclass? Vous avez permis à Paige d'avoir toutes les minutes qu'elle devait avoir pour valider son Rookie of the Year et pour valider, disons, toute son emprise, l'emprise qu'elle allait avoir, à la fois sur l'attaque, mais aussi sur son apport défensif dans cette équipe. Et vous avez validé quelque chose que les Mystics n'ont pas validé. Par exemple, c'est que vous avez votre porteuse de balle primaire et cette porteuse de balle primaire, c'est le futur de votre franchise. Et ça, c'est déterminant. On voit à quel point les profils qui portent la balle de manière primaire, qui ont une empreinte sur l'attaque de manière hégémonique et qui en plus
peuvent vous fournir en défense de la défense sur point d'attaque, de la défense de cercle, comme Page le fait, c'est rare, c'est historique et c'est très facile de construire autour. C'est finalement beaucoup plus facile de construire autour de ce genre de profil de joueur ou de joueuse que de construire autour d'un pivot ou d'une pivot qui n'est pas dépositaire du jeu et qui n'aura pas la balle en main sauf quand on la lui donne. Donc là, vraiment, c'est le bingo total pour les Wings d'avoir drafté Paige Bueckers, d'avoir fait une saison quasi complète avec Paige dans le 5. Et la masterclass se continue. Vous avez fait de très bonnes recrues. Vous êtes allé chercher des jeunes contrats à qui vous avez pu donner des minutes et que vous allez soit pouvoir rééchanger contre des assets, soit pouvoir développer. Je pense évidemment à Ueru, poste 5, qui certes s'est blessé, mais que vous avez dans votre effectif et qui a de la valeur sur un terrain, qui peut être une très bonne rotation sur le poste intérieur pour les Wings à l'avenir. Vous avez Hailey Jones, donc la complémentarité avec Paige Bueckers a été montrée et démontrée possession après possession depuis qu'elle est aux Wings. On adore notamment les pick and roll et les pick and pop inversés entre Hailey Jones et Paige Bueckers. C'est une joueuse qui a beaucoup de fonctionnalités. Je l'ai dit dans mon épisode spécial All Chouchou Team. Elle est très haut dans mon classement et pour de très bonnes raisons, et notamment sa fonctionnalité en WNBA et dans cet effectif des Wings. Donc là aussi, masterclass. Vous avez un jeune coach qui a été installé à la tête de cette équipe, qui a montré des choses, dessiné des choses qui n'ont pas forcément toujours fonctionné, mais c'est un coach qui est déjà au travail autour de sa superstar. Et malgré le mauvais rendement d'Arike Ogunbowale cette saison et le fait qu'elle soit absente, vous avez pu quand même développer du jeu, développer des systèmes, essayer de trouver déjà des stratégies payantes pour votre joueuse numéro 1. Et le point final, et j'allais dire le point d'orgue de cette masterclass de la part des Dallas Wings, c'est que vous avez publié la news de votre renouvellement d'infrastructure. Vous avez dit à la ligue entière qu'à l'intersaison 2025-2026, vous auriez de nouvelles conditions de travail, de nouvelles conditions d'entraînement disponibles pour les joueuses. Et donc vous avez Paige Bueckers, un jeune entraîneur en place avec plein d'idées et des idées qui fonctionnent avec sa joueuse principale. Vous avez un pool de jeunes joueuses en développement hyper intéressant, de nouvelles infrastructures. Il y a une free agency monumentale qui s'annonce. Vous êtes extrêmement attractif, en plus d'être une équipe qui a 40% de chance d'avoir le first pick. Et donc d'aller chercher une autre joueuse de talent primordiale dans votre construction d'effectifs. C'est une masterclass de la part des Wings. Et c'est pour moi, et de très loin, l'équipe dans ces 5 équipes qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs qui signe la meilleure saison en réalité. Compte tenu de leur projet, c'est la meilleure saison. Donc 10 défaites sur les 10 derniers matchs, d'accord, mais tout le reste, c'est masterclass. Si vous ne regardez pas les résultats, tout le reste, c'est masterclass. Donc le bilan, pour les Wings, on s'en fiche. Il n'y a même pas 10 victoires à ce jour. Et franchement, on s'en fiche du bilan. C'est tout ce qui a été réalisé cette saison pour Dallas. C'est canon. C'est vraiment canon. Et j'ai très, très hâte de voir cette équipe se positionner sur des dossiers à l'intersaison. Et notamment un dossier qui va me permettre de faire la transition vers le Chicago Sky. Mais c'est le dossier Angel Reese. Parce que le Sky, 12e équipe sur 13 cette saison en WNBA. 2 victoires pour 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Évidemment, Angel Reese ne joue plus depuis ses déclarations. Il y a évidemment quelque chose de foncièrement disons, managérial là-dedans. Dans les deux camps, sans doute. Je pense que Angel n'a pas du tout envie de jouer. Et je pense que Chicago en a suffisamment mangé cette saison, clairement, et ne sait pas gérer cette situation avec Angel Reese. Donc, tant mieux. Donc là, on a ce statu quo où Angel Reese ne joue pas. On voit aussi, je trouve, quelques autres joueuses qui sont clairement pas motivées pour continuer de jouer avec le Sky. Donc, on a cette équipe qui a vécu une saison infernale alors qu'elle avait le matos pour aller en playoff. Et pour moi, là, si avec Dallas on était sur une masterclass, là c'est une disasterclass de la part du Sky cette saison. Je pense que c'est de loin l'équipe qui n'a pas eu la saison qu'elle devait avoir. Il y a des équipes qui sont qualifiées et qui clairement, quand on regarde l'effectif du Sky, on se dit peut-être qu'elles auraient pu être en contention avec par exemple le Storm ou le Fever avec tous ses blessés, les Valkyries dont c'est l'année 1 en expansion de draft. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments qui me font dire qu'aujourd'hui, le Sky, avant-dernière de la Ligue WNBA, c'est quand même assez terrible. C'est quand même assez terrible. Donc, ce qui est le plus terrible pour moi, c'est que là où Dallas fait une masterclass à tout point de vue, du coaching jusqu'à l'option numéro 1 de la franchise, qui s'intègre super bien et qui développe des belles choses sur le terrain en passant par le front office et les proprios qui font des super travaux pour que la franchise continue d'être attractive à la free agency et pour les rookies l'année prochaine, là, c'est tout à fait l'inverse pour le Sky. On n'a pas de nouvelles sur la prochaine infrastructure, ou en tout cas pas des masses. On a une franchise player qui est clairement sur le départ.
on a des joueuses qui sont démissionnaires et on a un coach qui a passé une saison à prouver son incompétence. Là, l'intersaison 2025-2026 du Sky, elle est générationnellement dangereuse. C'est-à-dire que peu de fois dans ma vie, j'ai vu des équipes en NBA. Ça fait très peu de temps que je suis de la WNBA. Si vous vous connectez à ce podcast pour la première fois, tout l'intérêt de ce podcast, c'est justement que c'est un podcast curieux sur la WNBA, puis qu'on découvre ce qu'il s'y passe. Donc, on est seulement pour l'instant dans l'histoire récente de cette ligue, mais mon passif et mes archives sur la NBA, j'ai peu d'équipes en tête qui étaient dans des situations aussi catastrophiques que le Sky ne l'est là, cette saison à l'instant T. Donc, j'en ai quelques-unes, hein. Certaines itérations des Kings, certaines itérations des Bobcats, etc., même des Suns d'ailleurs. Mais là, vraiment, le Sky, c'est une catastrophe. C'est un désastre. C'est un désastre cette saison. J'espère que cette franchise va pouvoir rebondir le plus vite possible parce que quand on aime ce sport, quand on aime cette ligue, autant que j'ai appris à l'aimer en une saison et demie ou 2 saisons que je la regarde, on veut que toutes les franchises soient compétitives parce que la compétition n'est jamais aussi belle que quand il y a un maximum d'équipes compétitives. En plus, le Sky, c'est une équipe historique qui a déjà gagné des championnats, qui ont des joueuses comme Candace Parker, par exemple, qui ont mouillé le maillot pour cette franchise. Donc, c'est une équipe qui a une histoire et qui a une volonté de continuer de marquer cette histoire. Mais il faut absolument qu'elles se réveillent. Et moi, je leur souhaite de se réveiller. Je leur souhaite de trouver un chemin dans lequel elles reviennent à la compétition le plus vite possible. J'ai juste des doutes sur le court-termisme de cette vision-là. Je ne sais pas à quel point ça va être réalisable vite ou non pour le Sky. On va passer à une autre équipe. La dernière, finalement, de ces 5 équipes, c'est on va passer désormais à la 5e équipe qui ne réalisera pas les playoffs cette saison. Une équipe qui, jusqu'à la nuit dernière, pensait avoir ses chances, mais dont c'était le résultat d'une autre équipe qui allait conditionner son futur. Elles sont allées chercher la victoire, hein, les Los Angeles Sparks, mais le Storm a finalement réussi son pari d'accrocher cette 8e place pour aller en playoff. Et donc, les Sparks se retrouvent privés de post-season. Et je trouve que c'est un constat amer, à la fois pour la fanbase, mais aussi pour les joueuses, parce qu'il y a des joueuses qui ont absolument tout donné dans cet effectif, qui peut-être n'ont pas été managées ou coachées, minutées, j'allais dire, rotationnées. Ce mot n'est absolument pas français, mais je pense que c'est important de signifier à quel point les rotations et les minutes qu'ont joué certaines joueuses ont peut-être enterré les espoirs de cette équipe. Je vais m'expliquer très simplement. Les Sparks, on le sait, avec le retour de Julie Allemand puis de Cameron Brink, sont devenus beaucoup plus compétitives cette saison. Mais la balance des minutes et des rotations et les hiérarchies de cette équipe auraient peut-être dû être revues, reconditionnées par ces deux apports-là. Et je pense que notamment le faible total de minutes par match joué par Cameron Brink a pénalisé totalement cette équipe des Sparks et les a sans doute privés de playoffs. Je pense que avoir une Cameron Brink qui vraisemblablement a un pass pour jouer 25 minutes par match et la voir seulement fouler le parquet sur 15-18 minutes par match, c'est quand même très déceptif pour la fanbase et je pense que c'est aussi une déception sportive, un échec sportif parce que vous avez un net rating qui est à la hausse rien que par la défense de Cameron Brink. C'est-à-dire qu'elle est tellement dissuasive, elle empêche tellement les autres équipes de scorer à elle seule sur le terrain qu'en fait, vous avez un boom dans votre net rating parce que, en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'elle suffit à organiser la défense ou en tout cas à désorganiser l'attaque opposée. C'est une telle menace défensive qu'à elle seule sur le parquet, sur 20 ou 25 minutes, elle suffit à faire fléchir les attaques adverses. Et du coup, c'est formidable. C'est formidable parce que par sa présence seule à elle seule, c'est-à-dire une seule joueuse, vous soulagez vos joueuses qui, en attaque, ont besoin d'avoir de l'énergie. Donc, toutes les joueuses qui ne sont pas foncièrement des défenseuses et qui utilisent trop d'énergie en défense pour compenser leurs lacunes, à la fois techniques, tactiques, et j'allais dire dans la décision et même dans les attributs physiques. Kelsey Plum est trop petite, elle a des bras trop petits pour défendre correctement des attaquantes et le point d'attaque adverse, alors que c'est la meneuse et une guarde importante de cet effectif des Sparks. Quand vous avez Cameron Brink sur le terrain, ça masque pas l'intégralité des défauts de Kelsey Plum et du backcourt formé avec Julie Allemand, mais une grande partie. Tout de même une grande partie. Vous soulagez les extérieurs
sur leur défense et sur leur nécessité d'être dur en défense. Et donc forcément, vous leur octroyez davantage d'énergie en attaque. Donc votre net rating progresse mécaniquement. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une Cameron Brink à 15 à 18 minutes qui n'a pas pu avoir suffisamment de temps de jeu pour avoir vraiment une empreinte sur le night rating de l'équipe et donc sur les victoires potentielles. Et surtout, on l'a peu ou pas vu jouer dans le clutch, dans des minutes où les Sparks auraient pu aller chercher des matchs. Cameron Brink n'était pas sur le terrain. Pour manager peut-être l'ego d'Erika Embry, peut-être pour manager Azura Stevens, etc. Deux joueuses qui ont plutôt eu un rendement offensif de très bonne qualité. Je sais que je louerai la saison fantastique d'Azura Stevens, notamment sur ce volume à 3 points avec l'adresse qui va avec, qui a clairement opéré magnifiquement avec Kelsey Plum et Julie Allemand en attaque. Mais Derrica Embry, elle a clairement un profil de 6e joueuse dans cette ligue. Elle a le profil pour tout casser en sortie de banc en attaque. Mais quand vous avez deux intérieurs qui ne peuvent pas défendre et deux extérieurs qui ne peuvent pas défendre, que votre joueuse sur l'aile, c'est Riekea Jackson qui ne peut pas défendre, vous avez beau avoir la plus belle attaque de la ligue, vous allez forcément vous écrouler. Et malheureusement, Cameron Brink aurait pu et aurait dû résoudre ces problèmes pour permettre aux Sparks, une équipe ambitieuse, une franchise ambitieuse, sinon ils n'auraient pas fait Kelsey Plum à la précédente intersaison, de choper une place en playoff. Elles auraient dû être 5e, 6e, 7e ou 8e du classement général cette année en WNBA et malheureusement, elles sont 9e. Et ça pose beaucoup de questions pour cette équipe. Ça pose beaucoup de questions pour cette équipe parce que la free agency arrive et qu'est-ce que vous allez faire de Kelsey Plum? Est-ce que Kelsey Plum veut rester? J'espère qu'elle veut rester. Il me semble qu'elle a dit qu'elle voulait rester. Mais qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas su manager les égos de Derrica Embry et d'autres joueuses pour les faire passer en sortie de banc parce que Cameron Brink est clairement la pivot titulaire de cette équipe? Faut quand même pas déconner à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez faire à l'intersaison? Est-ce que vous allez vous séparer de ces joueuses ou est-ce que vous allez réussir à les conserver? Pour moi, les Sparks sont vraiment dans un jeu aujourd'hui de négociation avec des joueuses qui ne sont pas encore dans leur effectif et avec des joueuses qui sont dans leur effectif. Et elles doivent absolument conserver, je pense, Julie Allemand, Kelsey Plum, Cameron Brink et je pense Azura Stevens. Et je pense que le reste de l'équipe, peut-être qu'on peut garder l'autre belle Julie Van Loo dans le bas-court aussi en relais de Julie Allemand. Mais voilà, il y a ces joueuses dont il va falloir conserver l'apport dans l'équipe, mais il y a peut-être des joueuses dont il faudra apprendre à se séparer. Je pense notamment à MB et à Riekea Jackson. Je pense aussi, Riekea Jackson, je pense qu'on en a assez vu cette saison et qu'il est temps qu'elle aille voir si l'herbe est fraîche ailleurs, parce que je pense que c'est une joueuse qui doit se prouver des choses à elle-même et qui doit prouver des choses à la ligue, et je ne suis pas certain que les Sparks soient l'endroit pour elle de le faire. Donc voilà pour ces 5 équipes. On va évidemment faire un point sur les équipes qui ont été qualifiées pour les playoffs, mais on va attendre la fin des journées WNBA pour savoir exactement quels sont les match-ups. On fera évidemment, je pense, un podcast, et je vous le dis, avec un invité fin tacticien, fin connaisseur des match-ups et nouvel arrivant devant la WNBA, tout comme moi. Donc je serais ravi de le recevoir pour discuter de ce premier tour de playoff et éventuellement du parcours un petit peu plus loin en playoff. Cet épisode 19 s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. N'hésitez pas à partager cette chaîne, à vous abonner, à discuter en commentaire pour faire vivre ce podcast, puisque le mieux quand on fait un podcast, c'est de discuter avec son audience de ce qu'on y dit. On se retrouve en commentaire ou sur Twitter. À très bientôt pour l'épisode 20. C'est incroyable. Je ne pensais pas faire 20 épisodes sur cette première saison de W. Mais à bientôt pour l'épisode 20 de W. Ciao.